L'objectif de cet événement, c'est de partager des retours d'expérience, des cas d'application, des passages à l'échelle réussis ou pas, des initiatives qui augmentent le CRM. Et donc on réunit, c'est plutôt un événement qui s'adresse à un public de directeurs marketing client, de responsables CRM. Et vraiment, on essaye aujourd'hui de voir ce qui transfigure et ce qui augmente le CRM. Alors, on a fait une première édition l'année dernière pour présenter justement comment le CRM est augmenté. Il y avait pas mal de retours, de questions. On a fait un sondage sur les participants. Et là, justement, on voulait faire cette deuxième édition sur l'IA, l'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup en relation client, et comment justement elle augmente cette relation client. Alors, pour parler de ce sujet, on a un invité exceptionnel. À chaque fois, l'idée aussi, c'est de faire intervenir un hôte de marque, pas forcément un client d'Equincy. Il se trouve que là, on est ravi d'accompagner Romain depuis plus de 2 ans maintenant sur toute sa stratégie de data-driven CRM. Donc, Romain est Head of CRM et Data de Renault France. Voilà. Béatrice est directrice conseil et accompagne Romain. Elle s'occupe notamment du compte Renault sur ce volet-là, chez Quancy. Et puis Diane aussi, qui est business director chez DataVenture, avec qui on travaille aussi beaucoup justement sur cette approche vraiment end-to-end du CRM. Format de cet événement classique, mais néanmoins efficace. L'idée, c'est d'être très concret. Pas théorique, c'est pas un exercice de planning stratégique, c'est un exercice de mission qu'on fait chez nos clients, de réalisation. Les cabinets conseils n'ont pas toujours les résultats de ce qu'ils font chez leurs clients, donc quand on a des résultats, on est content, on va essayer de vous en proposer. L'idée, c'est aussi de partager ça avec vous. Donc on va faire aujourd'hui, essayer de clarifier derrière ce qu'il y a un peu, je dirais, ce buzzword d'IA. Chez Quancy, ça fait plus de 20 ans qu'on fait de la data, de l'IA prédictive, puis de l'IA générative et de l'IA agentique aujourd'hui. Donc, on va essayer juste de clarifier à travers des exemples ce que ça apporte aujourd'hui à la relation client. Et puis Diane, elle est plutôt sur toute cette partie, en effet, aussi très opérationnelle dans le CRM. Elle a beaucoup de demandes clients. Et donc, c'est intéressant aussi d'avoir son retour d'expérience sur ce que ses clients lui demandent aujourd'hui, d'un point de vue CRM, comment elle adresse ces sujets et les clés de succès aussi pour bien démarrer et lancer un projet d'IA. Et puis, la parole, bien évidemment, à Romain, qui lui donnera son retour d'expérience sur comment Renault France intègre aujourd'hui et depuis quelques années, même peut-être pas quelques années, mais on va dire plusieurs mois maintenant, l'IA dans son CRM. Et puis, bien évidemment, l'échange, c'est un événement ouvert. On n'est pas trop nombreux, donc allez-y, posez des questions, profitez-en. Si on n'a pas la réponse, je suis sûr que quelqu'un dans la salle aura la réponse. Ça vous va ? Allez, c'est parti. Rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, il y a juste une slide, rassurez-vous. Donc, on appartient, on est 2 entités. DataVenture, c'est vraiment un expert en tout ce qui est base de données, performance marketing, grosse expertise sur l'acquisition et bien évidemment le CRM opérationnel. Et Quancy, on se définit comme un cabinet conseil en transformation au pluriel, des transformations digitales qu'on a menées pour nos clients, transformations data, mais aussi des transformations durables qu'on mène aujourd'hui de plus en plus. Alors, quand on parle d'IA dans la relation client, j'aimerais déjà distinguer 3 typologies d'IA. Il y a l'IA prédictive, l'IA générative et l'IA agentique dont on parle aujourd'hui. Et donc, pour qu'on ait tous un peu le même langage, mais vous connaissez ça certainement, l'IA prédictive, eh bien, ça sert à anticiper, à recommander, à prévoir, à classifier, et ça s'appuie sur des modèles statistiques de data science, machine learning, puis deep learning, et on entraîne ces modèles sur les données de l'entreprise. D'accord ? Et on va voir les différents assets que ça produit pour la relation client. L'IA générative, comme son nom l'indique, ça génère du contenu. Ce contenu, il peut avoir plusieurs formats, du texte, de la vidéo, de l'image, du son. Et donc, on prompte, on demande quelque chose à l'IA générative et elle nous crée du contenu. Et on bénéficie, pour cette génération de contenu, de large language model, d'accord? Donc, c'est des modèles hyper entraînés avec des milliards de paramètres, des milliards de données. Et on peut exploiter ces modèles pré-entraînés pour générer soi-même ses propres contenus, d'accord? Et puis, l'IA agentique,
on franchit encore un pas plus loin. L'idée, c'est d'agir, d'interagir et d'exécuter certaines tâches de façon automatisée, comme peut le faire finalement un assistant, un responsable CRM. Et on va vous montrer aujourd'hui comment demain, un responsable CRM peut être aidé d'un assistant, campagne optimizer, on va dire agent, voilà, qui l'aide dans la réalisation de ces campagnes CRM traditionnelles. Et là, on va parler de plateforme connectée au système de l'entreprise. Il va se connecter à une base documentaire, à des créations, une creative library, à la base de données, au référentiel client unique, et il va exécuter plusieurs tâches en fonction de ce qu'on va lui demander et de sa connexion aux différents systèmes de l'entreprise. OK ? Pour plus de clarté des exemples, donc qu'est-ce qu'on fait en IA prédictive? On fait des scores, plein de scores, score d'achat, score de rétention, score météo, score de cross-sell, top-sell, score de churn, etc. Et ça fonctionne très très bien en activation client. Des segmentations prédictives, donc on n'est plus dans des segmentations statiques, hein. On va aller chercher, définir la Customer Lifetime Value et prédire finalement un comportement d'achat futur du client et agir en activation CRM en fonction de, on prévoit qu'il va faire telle valeur dans l'année, qu'il achète en moyenne tous les 3 mois, et s'il n'a pas acheté dans les 2 mois et demi, on va commencer à mettre un peu plus de surpression marketing pour sécuriser sa Customer Lifetime Value. Des prévisions météo, on en parlera, qui servent aussi pas mal dans les modèles d'activation CRM, mais aussi des modèles de détection de tendances sociales sur les réseaux sociaux. IA générative, j'en ai parlé, c'est tout ce qui va être, par exemple, analyse et catégorisation des avis clients, hein, qui sont clés aussi pour optimiser un produit, aider le service client, anticiper des réclamations. Tout ce qui est création de contenu CRM, des emails, des CRM, des posts, la génération de scripts, par exemple, pour des téléconseillers, tout ce qui est sujet de traduction, localisation. Hein, on en avait parlé la dernière fois lors de notre première édition avec la directrice e-commerce et CRM d'Europecar, où on a mené pour Europcar, on a créé justement ce système qui permet de traduire en 10 langues, en 3 minutes, un ensemble de templates CRM pour Europcar. Et puis aussi la personnalisation, l'hyper-personnalisation, hein, puisqu'on va servir des données d'achat d'un client pour aller personnaliser une proposition de valeur dans un email. Donc, tout ça, c'est de l'IA générative. Et puis l'IA agentique, je vais distinguer, on va dire, 3 typologies d'agents. Hein, les agents au service des employés, donc plutôt destinés à l'interne, et donc qui vont être des coachs pour les vendeurs, des agents qui vont nous aider à optimiser nos processus de campagne CRM, par exemple, ou des conseillers, des assistants pour conseiller des conseillers. Voilà. Et puis plutôt les Customer Facing Agents, donc ça c'est ce qu'on voit sur les sites, hein, notamment les chatbots. Les personal shopper agents, tous les agents conversationnels qu'on peut trouver sous les process de FAQ. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les process agents, c'est-à-dire les agents qui vont nous aider à optimiser, qui vont aider une entreprise à optimiser ses processus internes ou accélérer. Voilà, je veux traiter des factures, je veux extraire un résumé de documents, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les process agents. OK ? Donc 3 exemples d'IA appliqués au CRM. Un cas, alors je voulais parler des scores de segmentation, mais comme Romain est là, il en parlera encore mieux que moi. Donc j'ai pris un cas que j'aime beaucoup, qui sont les prévisions météo. C'est un sujet pourquoi je l'ai pris aujourd'hui, parce qu'il a vachement d'efficacité. Il n'est pas si simple en fait à opérer, et il est assez massif puisque je ne sais pas si vous êtes sensible à cette étude de l'OCDE qui est sortie en 2020 qui disait que 40% de nos actes d'achat sont impactés par la météo. Et donc la question elle est comment on exploite les conditions météo pour aller, et là il commence à faire chaud, on va avoir envie d'un petit spritz ce soir, d'une caipirinha, d'un gazpacho pour les plus raisonnables, d'une glace demain, etc. Deuxième cas, j'avance, on pourra échanger à la fin, mais il faut que j'avance. L'IA générative, donc sur l'IA Gène, on a fait un cas aussi, je voudrais partager avec vous pour Maison du Monde, qui était de classer les avis clients. Le constat, on le sait tous, hein, dès qu'on a l'UGC dans les produits, ça augmente les taux de conversion. Voilà, de 10%, parfois plus, etc. Parce que j'ai de la parole authentique, pas de la parole entre guillemets de la marque ou du vendeur sur la fiche produit. Et donc l'idée, c'est de vraiment capitaliser sur l'ensemble des avis clients pour augmenter mes taux de conversion. Je voulais arriver maintenant sur l'IA agentique. Donc le sujet aujourd'hui, il y a
une estimation Salesforce, donc Salesforce, 41% du temps est perdu dans des tâches répétitives et à faible valeur. D'accord, on vit tout ça dans notre quotidien, hein, voilà, au service d'une entreprise. Il y a un ensemble de tâches qu'on refait chaque semaine, voire chaque jour, qui nous prennent du temps, et on se dit toujours, si je pouvais avoir une vie meilleure, si je ne faisais pas cette tâche-là, moi c'est remplir mes feuilles de temps par exemple, j'aimerais bien qu'il y ait un assistant sur ce sujet-là. Et donc quel assistant il y a pour accélérer le processus de création d'une campagne CRM? Alors juste, un agent IA se définit comme une fiche de poste. En fait, on fait une job desk pour un agent IA par 5 attributs. D'accord, il a un rôle, d'accord, et donc il va traiter un thème, on va lui donner des instructions, et donc il faut qu'il soit prêt à définir son périmètre d'intervention et recevoir les instructions qu'on va lui donner par rapport à sa sphère de légitimité. Ensuite, il va être plugué sur les systèmes de l'entreprise. Donc, est-ce qu'il a accès à la base de données clients? Est-ce qu'il a accès au référentiel produit? Est-ce qu'il a accès aux campagnes? Est-ce qu'il a accès aux données de navigation du client sur le site internet, etc. Donc, à chaque fois, on va essayer d'APIfier finalement notre écosystème sur l'IA, l'assistant IA, pour qu'il ait un maximum de données pour pouvoir être en autonomie pour faire les actions que je lui demande. Ensuite, il va faire des actions. Il va générer un brief pour une campagne CRM. Il va extraire une synthèse d'un document, les éléments financiers, par exemple, uniquement demandés dans le document, etc. Et puis, il va y avoir des garde-fous. Je vais lui dire, n'envoie surtout pas cette campagne avant qu'elle soit validée par Diane, parce qu'elle a un œil expert sur le sujet, et donc il faut absolument, avant que la campagne parte chez les clients, qu'il y ait un go de Diane pour le faire. Et puis le lieu, c'est sur quel canal finalement je vais scénariser finalement cet assistant IA. Est-ce que c'est sur mon portail sécurisé IAGED? Est-ce que c'est dans mon Teams ou mon Slack? Est-ce que c'est sur mon app de clienteling? C'est là-dessus que je vais le mettre en place. Un agent IA, c'est pas que dire une création, on va dire algorithmique et artificielle. C'est à la fois des outils et des agents. Dans les outils, il faut anticiper tout le cycle vie de l'agent, d'accord? Donc, quel rôle je vais lui donner, d'accord? Comment je vais le mettre en place? Où est-ce que je vais le mettre en place? Quel processus de test je vais faire? Comment il va apprendre, d'accord? Qu'est-ce que je vais analyser en termes d'efficacité? Donc, tout ça, c'est à anticiper. Et puis, comment l'outil raisonne, apprend et agit, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est Retrieval Augmented Generation, c'est-à-dire il y a les LLM qui sont entraînés avec des milliards de données, et puis je vais l'entraîner, moi, sur mes données d'entreprise, mon secteur d'activité, le type de réponse que j'apporte à mes clients. Et donc, il va ingérer ça, d'accord, et ça ne va pas m'obliger à le réentraîner. Tout de suite, il va aller, mais il faut anticiper aussi ce système-là. Et une fois que j'ai ces outils-là, eh bien, mes agents, en fait, c'est la caisse à outils sur lesquels mes agents, que ce soit donc en effet des Customer Facing Agents ou des employés agents, vont se servir en effet de cette caisse à outils pour exécuter des tâches, agir et faire des choses que j'ai fait dans mon quotidien. OK? La différence entre l'agent et juste l'IA générative, c'est qu'il fasse une action. Exactement. Pas me fait une action. Les autres c'est juste l'analyse et la structuration de données. C'est ça. C'est ça. Et l'agent. Exactement. Exactement. Si je lui dis, je peux faire un prompt, génère-moi un brief créatif, il va aller, l'agent, il va aller, par exemple, ici, j'ai pris ce que pourrait être demain, donc un campagne optimizer adjunct pour du CRM. Donc, j'ai découpé les tâches qu'on fait classiques dans une campagne CRM. Je fais un brief créatif, d'accord? Je regarde mes audiences. Voilà, ça va être sur quelle cible et donc est-ce que j'ai de la volumétrie pour envoyer cette campagne. Ensuite, je passe en mode création, je vais créer mon email. Ensuite, je vais faire une déclinaison de cet email en SMS, en post, en script d'appel sortant, etc. Ensuite, je vais faire du versionning. Voilà, tiens, sur ces clients-là, je voudrais que tu pousses plutôt ce produit-là, sur ces clients-là, plutôt tel autre, etc. Ensuite, ma programmation HTML. Ensuite, l'envoi de ma campagne et la mesure. D'accord? Aujourd'hui, l'IA générative, vous demandez, mesure-moi les résultats de ma campagne, il ne le fait pas. Mais si mon agent, il est plugué sur l'ensemble de mon système, ici en l'occurrence mon Power BI, mon tableau ou mon clic, il va pouvoir aller extraire les résultats de ma campagne, d'accord? Les comparer. Si je lui demande, compare-moi les résultats de cette campagne. Ici, j'ai pris par exemple, Nestor, rédige-moi un brief créatif pour le lancement de notre prochaine campagne Saint-Valentin pour Mercure et Sofitel avec une offre attractive et dans l'ADN de chaque marque. D'accord? Donc, que va faire l'agent? Il va aller chercher dans mes modèles de campagne, de briefs créatifs que j'avais donné avant,
forcément mon modèle de ma campagne Saint-Valentin de l'année dernière, éventuellement des modèles de campagne externes, si je le nourris avec ça, et il va me proposer un brief créatif. D'accord? Donc c'est ça qu'il fait. Voilà. Ensuite, il me dit, bah voilà, je t'ai proposé un brief créatif, et donc là, il est connecté à ces différents systèmes dans mon entreprise. OK? Ensuite, il me dit, voilà, je fais le brief créatif, je valide, d'accord? Et je lui dis, bah, est-ce que tu peux aller vérifier que tu m'as dit les couples, parce que c'est la Saint-Valentin, mais tu me recommandes aussi les familles, parce qu'il se trouve que des fois, les familles, elles partent aussi sans enfants pour la Saint-Valentin, et donc ça peut être aussi une offre attractive pour certaines familles. Est-ce que j'ai beaucoup de couples et beaucoup de familles sur le marché français? Donne-moi les comptages. D'accord? Ok, très bien, il me donne les comptages. Donc là, il se connecte à ma base de données ou à mon référentiel le client unique. Ensuite, ok, j'ai validé que j'avais de la volumétrie des comptages. Eh bien, crée-moi un email Saint-Valentin pour Sofitel et pour Mercure. Donc là, il va aller dans ma Creative Library. Donc ça, bah, c'est toutes les campagnes, par exemple, qu'Accor a mis dans une base documentaire de toutes ses créations, avec le brand book en plus à la fois de Mercure et de Sofitel, pour être sûr que ma création, elle soit bien dans les guidelines de Sofitel et de Mercure. Et puis, il va me proposer une création, voilà, avec une offre, etc. Il va me la proposer en validation. Je dis super, ça me va. Décline-la moi pour un SMS et un post réseau social. Donc là, pareil, il retourne dans ma base créative des SMS, des réseaux sociaux. Il me propose un post, etc. Et là, je fais du versionning. Tiens, j'ai vu qu'à la Saint-Valentin, il y avait des gens qui partent à l'étranger. Ça m'intéresse parce que c'est des clients en valeur. Et puis des gens qui restaient plutôt sur le territoire national. Pour les couples qui partent à l'étranger à Saint-Valentin, propose-moi des hôtels à l'étranger, avec le visuel qui va bien, etc. Et pour ceux qui restent en France, propose-moi plutôt des hôtels. Et donc, il va faire aussi la personnalisation. Et ensuite, par extrait, voilà, programmation HTML et puis mesure des résultats. Et donc, demain, ça, c'est un scénario quasiment accessible avec un IA agentique pour réaliser de bout en bout une campagne CRM. Généralement, on va plutôt commencer à regarder où est-ce qu'il y a le plus de potentiel d'automatisation. C'est rare, et peut-être qu'on va avoir un agent qui va être juste bon pour la déclinaison canal et le versionning. Déjà, on va gagner énormément de temps là-dessus. Et puis après, on va l'étendre, il y a un autre agent qui fait les briefs créatifs. Voilà. Et donc, et après, on va avoir ces agents, en fait, qui vont faire un agent qui va adresser de bout en bout, en fait, le process de création et de mesure d'une campagne. Donc, c'est ça que ça apporte. Alors, je voulais partager une petite vidéo avec vous, puisqu'on a un projet similaire. J'ai pas encore de cas, malheureusement, de résultats à vous montrer, mais voilà, il se trouve que Hector intègre l'intelligence artificielle dans le quotidien des agents immobiliers indépendants. Désormais, réalisez toutes vos tâches, où que vous soyez, depuis l'appli mobile. Vous sortez d'un rendez-vous avec un prospect vendeur? N'attendez plus d'être au bureau pour créer votre annonce et faites appel à Hector Voice. Je sors de rendez-vous. Crée-moi un appartement à Nantes dans le quartier Bellevue de 90 mètres carrés avec 3 chambres et un balcon au prix de 490 000 €. Vous n'avez plus qu'à vérifier, valider et c'est fait. Un acheteur est intéressé par le bien? Informez-en votre client par mail en lui donnant les informations que vous souhaitez faire apparaître. Ici, notre agent immobilier veut vérifier la disponibilité de la propriétaire, Madame Martin, le 27 avril à midi. Elle demande à Hector de lui envoyer un mail. Et ce n'est pas tout. Hector peut même enregistrer le rendez-vous directement dans votre agenda. Créez un rendez-vous le 27 avril à midi chez Madame Martin avec Monsieur Pelletier. Grâce à Hector Voice, n'ayez plus aucun doute. Besoin d'aide? Une question juridique urgente? Il n'y a qu'à demander. La propriétaire de l'appartement m'a dit qu'elle a fait faire son diagnostic il y a 3 ans. Est-il encore valable ou faut-il en faire un nouveau? Vous obtenez des réponses instantanées et vérifiées. Plus qu'un allié, avec l'intelligence artificielle, Hector devient votre assistant virtuel. L'innovation n'est plus une promesse, c'est une réalité. Quelle clé merveilleuse. Voilà, donc vous voyez ce type d'agent, ça a été fait, c'est live, hein, cette solution elle est complètement live, c'est pour la boîte IMO, qui est le premier partenaire des agents immobiliers indépendants, donc qui fournit des outils, qui propose de faire des sites, etc. pour tous les agents immobiliers, et ils mettent cette solution à disposition des agents immobiliers. Et vous voyez comment ça facilite et ça accélère en effet le temps de créer une agence, créer une annonce, etc. Créer un rendez-vous avec un visiteur intéressé. Et voilà, grâce à Hector, qui est utilisé. Alors, je sais pas, ils ont 45 000 agents immobiliers indépendants, mais on analyse, vu l'ergonomie, la user-friendliness, on va dire, de l'assistant, c'est plutôt pas mal utilisé par les membres de ce réseau d'agents. Hector intègre la... Voilà.
Et puis j'ai demandé à Hervé de me traduire ça dans son langage. Et donc il m'a dit bah, c'est assez simple finalement, c'est des choses qu'on peut exécuter assez facilement. Hein. J'ai une app d'interface, donc c'est un employee agent ou une app de clienteling. J'ai du voice to text. Mon agent IA, il faut qu'il comprenne le langage vocal, il faut qu'il interprète et qu'il fasse des réponses, des actions. Et puis on voit, il est connecté. On a vu là au calendrier de l'agent immobilier pour proposer des rendez-vous, au répertoire de l'agent immobilier pour aller contacter son client, etc. Et ça fait des choses pas si compliquées, a priori, à mettre en œuvre. Voilà ce que j'avais à vous partager sur nos 3 IA et la relation client. Alors, pas si compliqué à vivre. Dans les faits, dans une structuration d'équipe, une structuration d'entreprise et dans la mise en place d'un projet IA en CRM, ça peut être quand même toute une équipe compliquée. Et il y a des bonnes questions à se poser. Et c'est des questions qu'on adresse et sur lesquelles on réfléchit de manière quotidienne avec nos clients. Parce que la mise en place d'une solution IA, que ce soit dans un process, dans un outil ou dans une amélioration du produit, elle va systématiquement avoir finalement un impact assez important sur ma manière de travailler, ma manière de manager les équipes, ma manière d'utiliser mon stack outil. Et donc, il y a des enjeux de change management qui sont hyper importants, des enjeux d'anticipation d'impact, des enjeux business, et surtout un enjeu assez critique de se dire l'IA, oui, mais pas l'IA à quel prix, et l'IA uniquement génératrice de valeur. Et donc nous, on a essayé de vulgariser toutes les questions qu'on peut se poser au quotidien autour de 5 grandes familles, qui est déjà, premièrement, quel est l'impact que je cherche à avoir, en faisant appel des solutions IA, en développant un IA custom, en travaillant avec des experts de l'IA, quelles sont les opportunités au global dans mon business, mais quels sont aussi les risques, si je regarde de manière générale la culture. Est-ce que je cherche à améliorer finalement mon offre, mon produit, ou est-ce que je cherche à améliorer ma manière de travailler, et quel est vraiment le gain de productivité que je peux espérer in fine quand mon projet a été mis en place. Et donc derrière, quel est le cas d'usage finalement que je cherche à prioriser. Il y a beaucoup de solutions aujourd'hui sur le marché, on peut imaginer beaucoup de choses. On a des visions comme ce qui a été présenté par Bertrand sur l'IA agentique qui révolutionne le métier du CRM, mais dans les faits, c'est aussi des métiers qui sont aujourd'hui opérés par des humains, et donc il y a un gros impact sur en fait le fait sur le métier du CRM à proprement parler, et sur la manière de l'opérer. Donc mon cas d'usage, ça va être quoi? Est-ce que je cherche à augmenter ma productivité outils et donc à avoir un meilleur usage de mes stacks outils, ou est-ce que je cherche vraiment à augmenter la productivité de mes équipes pour les rendre plus performantes et derrière avoir des meilleures performances globales de mon CRM. Et donc ça, c'est ce cas d'usage qu'il faut poser. Ensuite, quelle technologie je dois choisir? Est-ce que j'ai besoin de développer quelque chose de sur mesure? Bon, en fait, il y a déjà un produit qui est utile, qui existe sur le marché, un produit fini, qui est relativement facilement accessible. Est-ce que même si dans les faits, il paraît facile à mettre en place, en tout cas sur le papier, il paraît facile à mettre en place, parce que dans les faits, finalement, ça va pas me prendre un temps fou à mettre en place, parce que chacun a son stack IT finalement très différent. Donc c'est ce type de questions qui sont très concrètes et très réalistes qu'on doit adresser ensemble. Et puis comment je choisis finalement une technologie qui est réelle, qui va pas être désuète dans très peu de temps, et qui, encore une fois, derrière va générer une vraie valeur business et va créer de la rentabilité par rapport à l'investissement que j'ai mis dans ma techno. Il y a d'autres enjeux qui sont hyper importants, c'est les enjeux bien sûr éthiques et écologiques. Le choix des outils, ça doit pas se faire au détriment de finalement ma politique RSE que je mets en place, à l'impact global de mon stack technologie. Comment je protège aussi finalement mes salariés de mes usages, des différents outils IA, comment j'éduque, comment j'acculture aussi aux usages et aux outils. Et puis comment j'anticipe aussi les impacts RH,
Voilà, on se pose tous la question de jusqu'où l'IA va remplacer les métiers, va les challenger, comment je rassure, comment je fais évoluer également les métiers, et comment je fais pour anticiper l'anxiété également que ça peut générer au sein de vos équipes. Et ça, c'est un point qui est fondamental dans le métier du CRM, et on le voit parce qu'on est plus proche des équipes CRM de manière très opérationnelle au quotidien. S'il te plaît. Donc 5 clés de succès qu'on dessine et qui vont continuer d'évoluer au fur et à mesure que la technologie se développe et que les cas d'usage aussi se multiplient. Un projet IA, il a besoin d'un sponsoring très fort au plus haut niveau. Ça se fait au niveau du COMEX, mais pour autant, ça doit pas rester une donnée rare et très sélective dans son accessibilité. Il faut que ce soit vulgarisé auprès du plus grand nombre pour que ce soit compris et que ce soit accepté également. Donc c'est un projet de transformation qui est profond, qui peut être long. Mais tout dépend encore une fois du cas. Il va y avoir des sujets IA qui vont être mis en place très rapidement, on va pouvoir observer un résultat immédiat, et d'autres qui vont être beaucoup plus transformants, beaucoup plus structurants, et où l'analyse va se faire sur une vision plutôt moyen ou long terme. Donc c'est important de définir une vision claire et des objectifs mesurables au niveau de mon chantier, et surtout d'avoir une valeur d'avoir une vision dimensionnée de l'économie en fait que ça va m'apporter. Et puis bien sûr, ne pas minimiser le fait que les individus ont sans doute utilisé l'IA avant finalement les entreprises. Ça fait longtemps qu'on parle du ChatGPT, que c'est dans les discussions quotidiennes, que les influenceurs utilisent de l'IA pour faire de contenu, que c'est très présent de plus en plus dans les usages de générations plus jeunes. Donc en fait, présenter un projet de transformation IA au sein d'une société, c'est pas nécessairement forcément nouveau pour les personnes qui les en face. Et donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte dans la manière de présenter. Et on n'a bien sûr pas tous le même niveau de maturité, le même niveau de stress aussi vis-à-vis de ce que peut représenter l'IA. Et donc ça c'est également important, et ça amène forcément à des formations continues. L'acculturation elle se fait sur le long terme. Elle se fait de manière progressive, et surtout elle doit évoluer de manière rapide et agile pour s'adapter aux évolutions des outils qui évidemment vont très très vite. Et puis bien sûr ça doit être démocratisé, encore une fois ça doit être accessible à tous. Et pour donner un exemple concret pour ou contre nous qu'on peut avoir sur l'IA, on a pas mal de clients, un certain nombre de clients sur Salesforce. Les cas d'usage basiques, on peut parler de l'algorithme Einstein. Il y a quelque chose de génial dans la mise en place de cette solution, parce que gain de productivité, parce que accès à des dashboards, de suivi qui permettent de prendre des décisions plus rapides, d'éviter le churn, etc. Il y a beaucoup d'avantages sur le papier qui sont géniaux. Dans les faits, ça peut prendre beaucoup de temps à tenir en place. Ça peut demander beaucoup de complexité opérationnelle avant que ce soit réellement utilisable au quotidien dans des campagnes CRM. Et donc c'est ça qu'il faut anticiper quand on fait le choix de la transformation. Peu importe finalement le degré de criticité et d'importance du projet. Et donc ça s'intègre pour peut-être regrouper avec notre vision, avec l'hyplancie de ce qu'est le CRM et augmenter, et ce qui est structurant aujourd'hui dans notre approche, avant d'aller sur tout témoignage et sur les questions. L'IA fait partie de cette roue vertueuse qui est en CRM, qui est augmentée par effectivement l'approche data-driven, l'utilisation de la donnée qui est centrale dans la prise de décision et dans l'exploitation du CRM. L'IA est également connectée à la vision omnicanal, parce qu'il va nous permettre de faire les meilleurs choix des meilleurs canaux également. Et bien sûr intégré à l'écosystème marketing tech. Aujourd'hui, ça va prendre en compte nécessairement dans le choix des outils. Est-ce que en fait
dans l'outil que je vais choisir d'utiliser pour mes équipes, pour la structuration data, etc. Est-ce qu'il intègre finalement déjà les besoins IA que je vais pouvoir utiliser par la suite. Donc voilà, hyper central dans notre approche et je passe le flambeau sur la suite. Merci Diane. Donc, on passe pour un échange expert sur le data-driven CRM à Romain et Béatrice. Merci à tous les deux et merci Romain d'être avec nous ce soir. Donc, vous savez, le marché de l'automobile est en pleine transformation. Des immatriculations quand même qui diminuent beaucoup, l'électrification du marché qui pousse les constructeurs auto à se réinventer. Donc, vous l'avez sans doute vu, Renault depuis quelques années en pleine Renaulution. Donc ce qui est très très visible, c'est ces nouveaux véhicules. Vous avez dû voir la R5, la R4, qui permettent aujourd'hui, à Renault, voilà, de vraiment tirer son épingle du jeu sur ce marché quand même complexe avec des clients qui sont en plein changement. Et voilà, le CRM aussi a dû faire sa Renaulution. Et Romain, tous les jours chez Renault, donc sur les marchés français pour plusieurs marques, il va nous expliquer ça. Dope son CRM avec de l'IA prédictive, de l'IA générative, et il va nous raconter maintenant comment il améliore ses performances grâce à ça. Alors déjà, tu peux peut-être nous donner quelques éléments de contexte et nous dire ce qui vous a amené chez Renault à repenser votre CRM de date du volume à la valeur. Donc ça, c'est un peu le point de départ. Ouais, non, tout à fait. Du volume à la valeur, c'est un petit peu le fil rouge de toute la stratégie de Lucas Zemio, notre patron. Donc, la manière ça s'est traduit chez nous au CRM, c'est qu'on est un petit peu passé par deux phases. Ça, puis le CRM, on est passé par une phase très embryonnaire où l'activité CRM, si vous voulez, était un petit peu le parent pauvre de stratégie média au départ, pas vraiment quelque chose qui est très valorisé en entreprise. Donc il y avait une phase de consolidation de l'activité, même peut-être de création de l'activité qui a dû être mise en place, qui était nécessaire. En fait, il était certes construire des assets de data, puisqu'on avait une base de données au départ qui était assez pauvre, assez faible en volume. Donc il a fallu collecter des données, la qualifier, etc. Et ensuite, il a de justifier en fait l'impact business de cette activité CRM. Il faut lui donner toute l'ampleur et l'autonomie nécessaire, et aussi débloquer les crédits nécessaires pour en faire une vraie activité. Ça a pris plusieurs années et ça a abouti. Finalement, ça a très bien marché parce que notre volume de données a cru de façon assez exponentielle pendant 4-5 ans. Mais on a abouti à une stratégie d'activation qui était quand même massive, qui est quasiment devenue un levier d'activation de masse. Et quand on est arrivé dans cette phase de l'entreprise qui était de passer du volume à la valeur, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on change notre approche. On n'était plus adapté finalement au positionnement de la marque, l'évolution, la premiumisation du marché automobile et des marques Renault nécessitait qu'on aille plus dans la finesse en fait, dans l'adressage, l'adressabilité de résilience. Là, des attentes des clients aussi n'étaient plus les mêmes. La notion de personnalisation s'était beaucoup renforcée ces dernières années. Et donc il fallait qu'on se dote d'outils en fait qui nous permettent de rentrer dans quelque chose qui était beaucoup plus fin. Et donc là, c'est vrai ça a coïncidé, plus beaucoup à un moment où on a commencé à travailler avec Equancy sur ces sujets-là. On avait déjà des outils, mais on a dû les retravailler un petit peu. Donc, c'est ce qu'on va voir d'après. Voilà. Alors comment finalement, c'était quoi le constat sur les limites de vos campagnes et comment vous allez continuer à faire évoluer votre CRM? En fait, c'est ce que je disais, c'est surtout une évolution de marché. Un marché qui s'est au départ beaucoup concentré avec l'émergence des véhicules électriques, des besoins qui se sont en fait au départ concentrés sur très peu d'utilisateurs, très peu de marques, et qui finalement aussi se sont massifiés. Il y a aussi l'effet de la premiumation des marques, avec des marques à Renault, Dacia, Mobilize qui se créent
au départ avec des territoires de marques très distincts, puis finalement, il y a quand même une concentration sur le premium, et du coup une difficulté finalement à dissocier les audiences. On se rendait compte, on avait des segmentations de scoring, on se rendait compte qu'on était amené souvent à targeter les mêmes audiences, et finalement il y a du mal à séparer les marques entre elles en termes de positionnement sur notre base, donc par le manque de finesse finalement voilà, dans le ciblage ou dans l'efficacité du content. C'est un petit peu la limite qu'on avait. Ok. Et donc aujourd'hui, comment est-ce que tu fais évoluer ce CRM? C'est quoi tes grands leviers d'évolution, de performance? Alors, avant de rentrer dans le détail. Dans le cas qu'on voulait aborder avec l'équipe et Kansi, ouais, en fait la base du travail, c'était c'est fait qu'on en a parlé très rapidement là, mais la base du travail, c'est quand même la qualité de données, je pense. Quand ça, c'est un truc classique qu'on dit souvent, mais je trouve que dans l'IA, en fait, quand on parle d'IA prédictive, générative, on parle de déléguer en fait des tâches humaines à une machine. En fait, si la qualité de ce qui rentre à l'intérieur de la machine n'est pas au niveau, en fait, ce qui en sort ne sera pas au niveau. Et en fait, je pense que c'est beaucoup d'écueils qu'il y a sur le marché quand on lance des cas d'usage. On est déçu de la qualité de ce qui sort parce qu'en fait, on n'a pas mis les bons ingrédients au départ. Et donc, nous, on a beaucoup travaillé là-dessus sur le référencé clinique, sur tout ce qui est match and merge, et de les données pour essayer d'éviter d'avoir des doublons on a quand même des sources de données assez diverses en entreprise et donc il fallait qu'on rationalise un petit peu tout ça. Donc voilà, la qualité de données, c'était vraiment un axe hyper important pour nous à travailler. Ce travail, il a pris combien de temps chez René, justement? En fait, c'est un travail de fond. Non, de fond. Enfin, nous, ça fait, on était là depuis 10 ans, qu'on travaille, 15 ans, même avant que moi je sois chez Renault et qu'on travaille là-dessus. Et donc, c'est pas quelque chose, c'est pour ça que je dis que c'est hyper important dans le CV, c'est pas que la qualité de données, c'est très compliqué à corriger, en quelques mois. Il faut vraiment mettre ça dans au cœur de la stratégie dès le départ. Il faut arriver à quelque chose qui fonctionne, quoi. Et ça, on l'a vu après dans d'autres cas, même quand on a voulu faire des cas d'usage IA, on perd beaucoup de temps en fait si au départ on a ces données, par exemple une problématique de volume, des cas où on veut construire des algorithmes, quand on veut rentrer dans quelque chose hyper fin sur le papier qui est hyper malin, quand on est problématique de volume pour donner suffisamment à manger à l'IA pour qu'elle se construise et qu'elle sorte des sets qui soient robustes, il faut qu'il y ait du volume. Il y a aussi il faut qu'il y ait une certaine structure. Parce qu'en fait, si on donne à manger à l'IA des données qui sont non structurées, des fois on a l'impression que c'est un peu magique, elle va nous sortir, elle va comprendre ce qui est derrière chaque information sur le client, etc. En fait, non, elle va pas comprendre. Donc, il va falloir lui donner un guide, un cadre. Ça, c'est la structure des données. Et si on n'a pas ça, l'IA peut pas rendre ce qu'on veut attendre. Donc après, voilà, dans les structurations, donc il y a ça, il y a aussi tout l'écosystème outils qui va avec. Donc on est en pleine migration aujourd'hui sur Utility Cloud Salesforce, qui va nous permettre aussi de monter en puissance, l'écosystème GCP aussi qui nous sert de base pour toutes nos infrastructures data. Donc on a tous ces chantiers-là qui sont là, structurants, et qui vont continuer, donc avec des nouveaux canaux, le RCS, les canaux conversationnels, qui vont se battre aussi sur l'IA. Donc ça, c'est un petit peu la manière dont on est en train de faire évoluer tout l'écosystème CRM. Donc, comme vous avez, maintenant, vous avez ce socle hyper robuste en termes de data que vous continuez à entretenir tout le temps. Vous avez aussi un écosystème qui s'enrichit, un écosystème MarTech s'enrichit progressivement. Ça vous permet de développer donc des outils aussi basés sur l'IA de plus en plus robustes. Et on a développé avec Romain et son équipe un projet de score de raison d'achat pour affiner les ciblages. Et c'est intéressant que tu nous développes ce projet. Ouais, attends, je vais partir de la problématique qu'on avait. Donc, j'en touchais 2 mots juste avant. C'est problématique de précision de la segmentation. En fait, dans l'automobile, le parcours d'achat, on rend bien compte on se pose beaucoup la question, en fait, qu'est-ce qui fait que tel ou tel acheteur
achète ma voiture, je pense que c'est pareil dans beaucoup d'industries, mais en tout cas sur l'automobile, c'est quelque chose de très fort, parce que le produit automobile, c'est un produit qui est très déterminant dans l'image. Enfin là, il y a une notion d'image qu'on renvoie, qui est l'image, voilà, le statutaire aussi qui rentre envoyé à travers le produit automobile. Donc on se pose cette question, en fait, qu'est-ce qui fait que telle personne va acheter la voiture ou pas? On a beaucoup d'études là-dessus. On n'a pas forcément l'information au niveau de chaque client. Donc ça, c'était une problématique qu'on avait, c'était comment est-ce que j'arrive quand même à modéliser la raison d'achat de nos clients à travers et me projeter sur notre base de données. Donc ça, on avait une segmentation qui déjà faisait un petit peu ce travail-là, une administration trop macro. Et en fait, on avait des résultats qui étaient ISO, quel que soit le véhicule. Enfin, en fonction du modèle que je possède, par exemple, il Clio. Fait un coup, Clio, c'est un véhicule qui est hyper généraliste. Il y a beaucoup de profils de personnes derrière le Clio. Et notre segmentation initiale est considérée que tous les acheteurs de Clio avaient un peu le même profil. Donc ça, c'était le premier problème. Et l'autre problème qu'on avait, c'était la mise à jour de ces données dans le temps et le côté scalable de ce qu'on. Donc on a travaillé avec Quanti sur des modèles de score de raison d'achat à travers, en se basant sur finalement une étude de référence sur le marché qui est produite par Kantar, ceux qui connaissent, dont vous connaissez très bien, qui est une CBS, qui est déployée dans tous les pays européens. Donc ça, on en parle après, mais ça a une certaine importance en termes de scalabilité. On s'est basé là-dessus et on a essayé de développer un modèle qui permet de modéliser en fait au-delà de une raison d'achat par véhicule, un ensemble de raisons d'achat, parce qu'on sait que l'achat automobile est multifactoriel. En général, il n'y a pas une seule raison qui fait qu'on achète telle ou telle voiture. Il y a aussi un ensemble de raisons qui constituent la personne et qui sont à croiser avec toutes les informations personnelles qu'on a sur cette personne. Et donc c'est ça qu'on a essayé de modéliser, c'était croiser la robustesse d'une étude marché avec des données personnelles qu'on a en base et créer en fait un sorte de modèle qui permet de, sur 5 dimensions, créer des profils clients pour prédire en fait l'acte d'achat. Et en fait, voilà, grâce au machine learning, donc là on s'attelle sur les techniques de IA prédictive, un machine learning, MLOps, etc., pour essayer de faire en sorte que ça s'auto-alimente, que ça se mette à jour facilement, que ce soit scalable. On s'est appuyé sur notre infrastructure aussi, donc Google Cloud. Les équipes corporate aussi nous ont beaucoup aidé là-dessus pour rendre les choses robustes finalement et qu'on n'ait pas à y revenir dans le temps. Et donc ça, c'est tout ce travail-là qu'on a mené avec Quanti et je pense qu'on a réussi aujourd'hui à avoir un niveau de finesse à l'individu qui n'était pas le cas jusqu'à ce moment. Et un niveau de finesse aussi dans le degré. En fait, j'ai vraiment des curseurs sur les 5 dimensions qui composent le profil d'acheteur du client unique. Je peux jauger, je peux définir en fait un seuil de précision dans des ciblages. Et donc en fonction du volume souhaité pour une campagne donnée, une campagne email, une campagne courrier, je peux aller choisir sur chacun de ces curseurs-là et aussi faire des croquis, une sorte de lookalike en fait entre un modèle targeté sur le marché, par exemple les concessionnaires, mes concurrents, un Peugeot, Tesla, etc. Je cartographie son profil de raison d'achat et je peux aller projeter ça sur l'ensemble de ma base à l'individu. Et voilà, c'est ça vraiment calculateur. C'était quoi les dimensions que vous avez pris pour construire votre score? Sans trop rentrer dans le détail, les dimensions, c'est les réseaux d'achat en fait qui sont dans l'étude NCBS, qu'on a essayé de regrouper parce qu'en fait on a essayé de savoir lesquels étaient les plus déterminants dans l'acte d'achat, parce qu'il y en a beaucoup en fait, on a beaucoup. Et toutes ne sont pas prépondérantes. Ouais. Donc ça, c'est ce travail sur la qualité de données, sur les volumes qui nous permet de dire en fait, dans la majorité des cas, c'est tel item qui ressortent en fait et qui vont nous permettre de créer en fait une sorte de graphe à 5 dimensions du client ou d'un groupe de clients. Et une fois que c'est validé avec la réalité, on voit les tas de jeux. Ouais. Alors, vu qu'on essaie voilà, moi c'est le calcul à vérifier, c'est la capacité en fait de l'algo
à prédire les bonnes raisons d'achat du client. Et donc, à prédire, en fait, ce qu'on va mesurer, c'est que je me dis, tel groupe de personnes qu'on va targeter, le modèle nous sort que, en gros, il a tel profil de raison d'achat. Donc, sur telle dimension, il est plutôt à X sur 10, telle dimension, il est à 3 sur 10, telle dimension, il est à 5 sur 10. Et en fait, on va aller faire un ciblage et ensuite mesurer la performance de nos campagnes et se dire, en fait, parmi les acheteurs réels de notre produit, est-ce que le modèle avait bien prédit, si on s'était basé sur les raisons d'achat qu'il avait estimé ce modèle-là, est-ce qu'il avait bien prédit? Et en fait, dans les résultats qu'on a, on voit que à peu près les 3/4 du temps, on a une prédiction qui est juste. Vous faites un questionnaire client quand même après achat pour valider que les ont fait. Là, en fait, dans ce modèle-là, on n'avait pas besoin de le faire parce qu'en fait, on regarde sur des acheteurs réels. On regarde des acheteurs réels de nos bases et on se Ils s'expriment sur leur raison au final. Absolument. Avec le faire, ça y est. non pavé, non. En fait, ils le font à travers l'étude marché. L'étude NCBS, c'est ça qui reflète la voix du client. Après, on peut le faire, on peut compléter de notre côté. Finalement, sur des panels. c'est un panel. Mais c'est un panel. NCBS, c'est un panel dans l'automobile. Un panel de référence. Voilà, de référence qui font, on s'implique les marques. Il y a parmi les répondants, je crois, c'est très très volumineux et donc ça permet d'avoir une certaine finesse dans l'analyse au niveau des facteurs d'achat de chaque modèle. Donc, nous, ça nous sert de voice of customer. Après, on croise avec ce qu'on a. Mais ce qui est le plus important pour nous, in fine, c'est pas tellement de modéliser la raison d'achat. La vraie raison d'achat, c'est, même si c'est le biais qui nous permet de voir la performance, ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir est-ce que le ciblage que je fais à travers la raison d'achat, il va être prédictif de la commande et prédictif de l'achat réel. Et c'est ça qu'on mesure. Et en fait, ça fonctionne. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu valider avec l'équipe. Et ça fonctionne mieux que la segmentation qu'on avait avant. Parce que c'est individu, parce que on a une finesse dans l'analyse, en fait, et dans la cartographie client qui est pas là. Vous l'avez mis en place dans les pinces. Ça, c'est quelque chose qui tourne depuis l'année dernière. Il y a failli des moments où on s'est dit, tiens, des grands événements contextuels, je sais pas, qui changent tout et qui bousculent un peu tous ces modèles. Sinon, maintenant, on en vit beaucoup. Les éléments contextuels. Stop. Je pense qu'on a plus un mutation qui existe. Alors, il y a Trump. On est soumis un peu à... Il y a le leasing social. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle campagne, une nouvelle campagne? Dans une mutation de fonds qui sont, tout ce qui est autour de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc avec les normes européennes, les règlements cachés, etc. Tous les ans, il y a des paradigmes changent parce que le contexte réglementaire change. Il y a les aides gouvernementales, il y a le contexte du marché dans son ensemble, il y a la révolution technologique aussi au cours de l'IA, ça touche aussi à l'automobile dans le cœur des produits puisque on intègre de l'IA dans les voitures maintenant de plus en plus, la conduite autonome, les agents, on commence à en voir dans les voitures maintenant qui répondent aux questions des utilisateurs. Donc tout ça, on est en train de devenir des tech compagnies, donc c'est des changements permanents. Et le modèle, c'est la force de l'IA prédictive au sens, que j'appelle MLOps, c'est le fait, la capacité de l'algorithme à s'auto-mettre à jour en fonction des nouvelles données qu'il reçoit. Donc, l'étude dont on parle, elle est mise à jour tous les ans. Donc, c'est lourd. Un an, alors c'est... Après, c'est pas un produit casse de grand, ça va pas faire fréquence d'achat. C'est hyper contextuel, les nouvelles annonces environnementales sur ça va pas permettre. Ça, c'est encore notre métier. L'égalité, c'est pas tout. Mais en tout cas, sur la structure du marché, quelles sont les raisons d'achat des clients, comment c'est stable le marché, sur un an, ou aussi, c'est suffisamment stable. Mais ce qui est intéressant, ça permet vraiment d'augmenter le CRM qu'on fait chez Renault. Et puis ce modèle, on a fait des premières mesures de performance, on a détecté aussi des axes d'amélioration. Donc là, on est encore en train de travailler avec l'équipe de Romain pour améliorer ce modèle. Et c'est quelque chose de très dynamique. C'est ça qui est intéressant aussi. Et on travaille aussi pour automatiser les mesures de performance, pour aussi être, toujours avoir il sert de campagne marketing, mais il sert aussi d'imaginer avec les autres produits. Donc ça, je sais pas, ça peut être
Les use Pas sans non, mais pas. CVS, lui, l'étude qui sert le NAS, mais il sert aussi au Customer Insight pour le RAP. Ça alimente, je pense, beaucoup d'entités d'entreprise, dont ceux qui développent les produits. Nous, notre algo, il est vraiment pensé pour faire de l'activation CRM. Donc, à ce stade, non, on ne va pas s'en servir. On pourrait peut-être envisager certaines choses. Globalement, non, c'est vraiment dédié à s'optimiser pour que nos ciblages contiennent. Voilà. Il mieux parler au client. Et puis, excusez-moi, c'est intéressant. Mais c'est bien. et sur la relation client direct téléphone. Et Ah oui, bah, ça nous fait une bonne transition. Alors, ça sert au ciblage on fait des campagnes, d'appels sortants, sinon de prospection téléphonique. Donc, on s'y sert aussi pour le ciblage dans ce contexte-là. Et après, effectivement, il y a un autre cas qu'on voulait aborder, d'IA, cette fois générative. On utilise l'IA avec notre partenaire qui gère le call center sur tout ce qui est analyse conversationnelle, analyse des conversations téléphoniques avec le client, pour qualifier en fait et scorer la qualité de l'appel. Donc on a défini une grille, en fait on a des normes, on a des critères, on demande à nos conseillers de respecter un certain nombre de critères, la manière dont il se présente, la manière dont il met en avant la marque, l'offre du moment, le produit, il a un certain nombre de... Quand on a un argumentaire, quand on confie à nos conseillers, donc ils doivent respecter, mettre en avant certains milieux de produits, etc. Est-ce qu'il collecte bien les données? Est-ce qu'il corrige quand le client dit que c'est pas le bon email ou c'est pas le bon numéro de téléphone, etc. Donc, tous ces facteurs-là, ça constitue une grille et on a entraîné une IA pour comprendre et qualifier correctement la conversation à travers cette grille de notation, quoi. Donc ça, c'est aussi un use case qu'on a mis en place très récemment, qui commence à tourner depuis le début de l'année. Et donc, donc là, c'est vraiment un manière d'évaluer nos conseillers et de faire de l'amélioration continue. Là, on remplace pas du tout l'humain, mais c'est pour le voir, voilà, d'une manière, c'est comme ça que c'est présenté. C'est aux agents, c'est une manière de s'auto-améliorer et en fait de s'auto-challenger. Donc c'est un élément motivationnel et il faut arriver à le tourner comme ça pour que derrière ça soit bien perçu, bien accepté et que voilà, si c'est un moyen de taper sur taper sur les téléconseillers, les conseillers, ça. Et in fine, l'adoption a été assez bonne, rapide. L'adoption, elle est très bonne en fait. Voilà, parce qu'il y avait déjà ce système-là, mais qui était plutôt manuel en fait, parce qu'il y avait des systèmes d'écoute téléphonique qui étaient mis en place, donc qui n'étaient pas moins intrusifs au final, et qui étaient beaucoup moins puissants, puisque en fait on avait comme le même problème peut-être pour les clients, on n'est pas en capacité d'écouter toutes les conversations. Et donc là, ça nous permet d'avoir une vision quand même beaucoup plus juste en fait de la performance de tous les conseils. Bien sûr. Les offres de recommandations là, sur le cyber, vous les mettez, vous avez pris le domaine, moi c'était ça ma question, en recommandation NBO, NBA, prochaine meilleure action, prochaine meilleure offre sur les centres d'appel, pour les aider à faire des recommandations. Non, alors ça c'est un autre use case, c'est un des sujets qu'on a effectivement dans le pipeline, l'ensemble de Nest-Based Action, mais c'est pas le but là de ce tempo-là. Là vraiment, à l'île, ça pourrait plus servir à faire de la personnalisation de contenu, en disant voilà, les motivations d'achat, c'est ça. Donc c'est plutôt, ça fait quoi? Plutôt ta USP produit, donc on pourrait s'en servir pour générer du contenu plus adapté. Salut. Déclencher l'acte d'achat, pour moi, ça serait un autre modèle. Il faudrait analyser plutôt le parcours client, toutes les actions entrantes du client, pour se dire, ok, là, il en est à tel stade, et c'est plutôt ça qui culte. Mais là, c'est autre chose. C'est qui les secteurs les plus avancés C'est les secteurs qui ont forcément le plus de data. Le point de Romain, on en vient toujours, à chaque fois qu'on aborde un sujet data, on dit toujours garbage in, garbage out. Il n'y a pas une réunion où on parle data, où on dit si on n'a pas des données de qualité, etc. Donc les acteurs les plus avancés sur ces sujets-là, c'est les acteurs qui, dès le départ,
avaient une bonne qualité de données, une volumétrie de données suffisante, une gouvernance des données fortes, et qui vivent ça comme un asset d'entreprise pour aller chercher de l'efficacité à chaque fois. Donc s'il n'y a pas cette culture-là en entreprise, plugger aujourd'hui de l'IA agentique sur quelqu'un, super, on va faire ça. C'est sûr que ça marchera jamais. Si tous mes rendez-vous conseillers sont numérisés, si j'ai tout le répertoire de mes clients, etc., c'est déjà une culture data qui est faite en place, c'est ces acteurs-là aujourd'hui qui gagnent. Et donc, c'est vraiment le facteur clé numéro un, quoi. Enfin, c'est pas évident, mais je trouve que c'est trop souvent occulté, quoi. On a l'impression que l'IA va faire tout seul le tri entre ce qui est bon à prendre et ce qui est pas bon. Peut-être en tout cas, peut-être ça sera demain le cas. Et demain, elle sera capable de juger elle-même la qualité de données. À ce stade, c'est pas vrai, quoi. Et en IAGEN, c'est aussi les gens qui produisent beaucoup de contenu. Parce que ça permet aussi, toujours pareil, d'avoir ce matériau d'entraînement. Les sites, par exemple, qui produisent beaucoup de contenu, qui font La Poste, par exemple, qui fait beaucoup d'inbound marketing sur son site, qui produit des livres blancs, etc. Là, ils avancent parce qu'ils traduisent tout ce matériau, en fait, en podcast, en création email, etc. grâce à l'IAGEN. Mais ça, c'est très facile de transformer un livre blanc en podcast. Voilà, aujourd'hui. On donne en prompt, etc. et les solutions qui permettent de faire ça. Mais si le contenu n'existe pas, c'est toujours la même chose. Créer un podcast, un podcast, c'est bon, entre les acteurs, etc. C'est quoi le scénario, le script, les dialogues, et ça. Vous avez ça, et si vous avez déjà un contenu pour un livre blanc, vous pouvez le transposer sur un top science et l'envoyer à des clients via l'Aninet. Donc on retrouve, pareil, le même syndrome. Si j'ai pas une qualité de contenu, le site est fort, l'IAGEN aussi, c'est pareil. Marche pas bien. C'est toujours cette question d'entraînement sur du contenu fiable, des données clients fiables, des données produits fiables, qui permet aux acteurs d'accélérer énormément sur ce sujet. Je pense que par contre, l'IA agentique va peut-être permettre d'aider à déjà travailler la qualité de données. C'est-à-dire que tu peux créer un agent très spécifique, qui va être dédié à vérifier telle condition, tel champ, est-ce qu'il est rempli à jour, etc. Est-ce que c'est qualité, et de mettre des warnings, voire des taux corrigés. Des données qui seraient pas bonnes. Ouais, c'est un processus métier. Donc, Romain aurait encore plein de choses à vous raconter sur l'IA prédictive, l'IA générative. Il a plein d'idées, des cas d'usage. Je sais si tu veux dire quelque chose pour conclure. Pour demain, les cas demain. Ouais. Que vous envisagez. Pareil. Non. Accélération. Non, pour conclure, on a effectivement, nous on regarde un petit peu tout ce qui se fait sur le marché, il y a plein de choses qui arrivent. Notre barrière à ce stade, c'est ce qui est visible du client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas, parce qu'aujourd'hui, on utilise l'IA principalement, je parle en marketing, comme une aide, en fait, au targeting, au ciblage, à nous auto-évaluer, etc. Je pense que l'étape qu'on devra franchir demain, mais aujourd'hui, pour moi, la maturité sur la nôtre, c'est celle des technos de marché, et pas encore au niveau de ce qu'on attend, c'est rendre du contenu visible du client. Donc que ce soit de la créa, texte, image, directement sans filtre humain. Enfin ça, aujourd'hui, on n'y est pas, mais peut-être demain, c'est quelque chose qui sera possible, parce que ça can évoluer, c'est évolué quand même très très vite. Et après, on a au niveau de la boîte, on a des enjeux de rationalisation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des millions de FOC dans tous les sens. Et donc, pour que ça, on sait structurer, nous, dans l'entreprise. Ça, je pense que c'est important qu'il y ait une gouvernance aussi des projets autour de l'IA. On a une entité chez nous qui s'appelle IA Scale, qui est chargée de recenser toutes les initiatives IA dans l'entreprise, les prioriser, et d'affecter les crédits, en fait, en fonction de, qu'est-ce qui a le plus d'impact pour un camp d'entreprise. Ça, c'est, je pense, hyper important, ce qui permettra demain qu'on aille dans le bon sens et qu'on sait par qui pas, parce qu'il y a aussi, on a possibilité de perdre beaucoup de temps, en fait, à lancer des POC, mal cadrés, mal. Donc voilà, ça, je pense que c'est des sujets qui sont très importants pour les suite. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une dernière question? Parce que je pense que vous avez tous chaud et soif. Comme nous. Oui. Attends, il y a quelqu'un aussi. Après, on pourra parler. Oui, après, on va profiter. Il y aura une question qui est plus axée sur les résultats de Renault 2024
Et est-ce que du coup tout ce qui a été déployé sur Boolia a beaucoup participé à obtenir ces résultats ou pas? L'incrémental de l'IA dans les ventes de Rooney. Oui. Bien sûr. Sinon, elle l'aurait pas invité. Je sais. Non, c'est grâce à votre stratégie CRM. Bah, en même temps, la contribution du CRM a cru. Ça, le support. On était capable de prouver la commentatité sur la. Après, les résultats de Renault global en 70, effectivement, ça aurait été très bon sur la ligne en 4 par rapport au marché. Au final, c'en est plutôt mieux tiré quand on est à marché. Maintenant, voilà, le rôle de l'IA là-dedans, en fait, je pense que l'IA dans le marketing chez Renault, c'est pas au tout départ, c'est pas le premier levier dans lequel l'IA a été utilisée. Nous, l'IA, elle a beaucoup démarré sur d'autres processus, que ce soit les processus industriels, sur l'optimisation des erreurs machines, etc., les possibles de supply chain, sur les possibles d'approvisionnement, etc. Il y a beaucoup de use cases en identité. Renault Digital travaille très dur là-dessus, qui est assez pointu sur ce sujet-là. Il fait à travers ça, oui. Je dis que le global, ça a un impact assez fort. Le marketing, il arrive maintenant, en fait, plutôt après. Et je pense que voilà, il y a beaucoup de choses à développer au niveau du marketing. Non. Et ça, c'est des choses que nos clients nous demandent beaucoup, c'est-à-dire de les accompagner à faire en sorte, c'est quoi la contribution du CRM aux ventes. Voilà. Et donc, dans les canaux de vente, etc., comment on mesure l'incrémental et quel plan d'action on met en place. Ce que disait Romain, en effet, on a ça chez beaucoup de clients qui nous demandent, voilà, je veux augmenter, voilà, je suis directeur CRM et donc j'ai besoin que mon canal contribue beaucoup plus aux ventes. Donc, mets-moi en place un plan d'action, voilà, qu'est-ce qu'on met en place et ça a de l'efficacité, ça c'est sûr. Oui, j'ai une question, elle est plus pour vous, en fait. Je vais savoir comment vous avez ciblé tous les gens entre ce et ce soir. Ah. À la fois, c'est des clients, des prospects, des gens qui ont levé la main sur des sujets d'intérêt qu'on a dans les fichiers, les bases à la fois de DataVenture et de Equancy. Voilà, et qui ont plutôt généralement une coloration pas sectorielle, parce qu'on veut pas, on aime bien croiser les secteurs d'activité, plutôt une coloration métier. Donc CRM forcément, marketing client, design expérience client, data, bien évidemment, et voilà. Vous rentrez dans une de ces cases? Non. Bon, je vous propose d'applaudir Romain. Merci Romain.